Oh yeah! Bienvenue à notre épisode spécial corporatif commandé par le Syndicat des employés professionnels et de bureaux, enregistré le 28 mars dernier à la tour FTQ. Avec notre invitée Marie-Ève Boyer, secrétaire trésorière du Syndicat des employés professionnels et de bureaux 573 et vice-présidente femme FTQ, on jase entre autres de syndicalisme, de féminisme et de se battre pour obtenir un congé menstruel. Puis on vous donne des nouvelles de France-Hélène Duranceau. Si vous désirez vous aussi avoir un épisode de Farouche personnalisé pour votre organisme ou votre entreprise, eh bien c'est possible. Vous n'avez qu'à nous écrire à notre adresse courriel faroucheaupluriel.podcast@gmail.com et on pourra discuter ensemble des paramètres. Bonne écoute! En direct de la tour FTQ, bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes hystériques, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage c'est barre, on fait ce qu'on veut notre corps, on est farouche. Approche-toi pas. C'était notre merveilleux jingle. Laissez-moi le chat. J'aime ça le répéter à chaque fois. C'est moi qui fais le chat. Tout le monde, si vous avez besoin d'un chat pour vos prochains projets, je suis là. Partez de Noël. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Oui, moi c'est Emna Chose. J'utilise moi aussi le pronom elle. Merci aux personnes qui viennent de s'ajouter à nous. Sûrement pognées dans le métro depuis 1h30. Nous autres, avec des merveilleux kéfis, j'adore ça. Et on est vos animatrices du podcast Farouche. Oui, puis on a appelé ça Farouche, hein, parce que on se laisse pas marcher sur les pieds. On est féministe, on est frustré, on est militante, on est fatigué. On est fatigué, on est brûlé raide. Et on a la chance d'avoir avec nous la secrétaire trésorière du SEPB 573 et vice-présidente femme de la FTQ, Marie-Ève Boyer. On peut l'applaudir. Merci d'être là, Marie-Ève. Merci tellement d'être là. Comment vas-tu? Ça va super bien. Bon, j'ai la voix un petit peu cassée, là, mais ça va bien. Oui, t'avais la voix cassée parce que t'es allée à une manif que tu me disais. Oui, je suis allée à la manif pour la Palestine, donc organisée par BDS et par la Ligue des droits et libertés, où je siège comme membre du CA également. Et également par le Conseil régional Montréal métropolitain. Donc, on est juste à côté de leur bureau. Une invitée toute désignée pour Farouche. Ben oui. Tu coches toutes les cases. Exactement. On t'aime, Marie-Ève! Il y a quelqu'un qui voulait entendre sa douce voix dans le podcast. Merci de nous avoir invités. Ça fait tellement plaisir. Je suis tellement heureuse de voir deux jeunes féministes. Ça fait du bien. Ah oui, on aime ça parce que Emna est rendue dans la trentaine. Ouais. Là, ça fait du bien. J'ai mal au dos. Juste pour vous dire qu'à la FTQ, c'est 35 ans et moins les jeunes. N'est-ce pas les jeunes dans la salle? Ah, oui! Ouais! J'adore. 35 ans et moi, on est jeunes. J'aime ça. On va le dire au théâtre pour avoir notre habit de jeunes au théâtre bientôt. Donc, on peut starter ça direct? Ben non, mais j'allais dire, moi je voulais... Vas-y. Mais parce que moi je voulais savoir, là, si on veut juste que nos auditeuristes apprennent à connaître un petit peu Marie-Ève, moi je voulais savoir, Marie-Ève, d'où c'est que ça t'est venu cette idée-là de mixer Farouche et la FTQ? Parce que on s'est rencontrés de manière un peu saugrenue. Pas saugrenue, t'es venue assister à Farouche. Oui, je suis venue assister à l'enregistrement de Farouche au Club Lacade. Puis en fait, j'avais écouté des épisodes de Farouche, puis je trouvais ça super intéressant de voir des jeunes femmes féministes qui osent utiliser les nouveaux moyens pour justement faire passer leurs idées et lutter contre le patriarcat. Et je pense qu'en tant que responsable des femmes à la FTQ, en tant que vice-présidente des femmes, donc responsable politique au SEPB des femmes, notre lutte est loin d'être terminée. Puis je reviens quand même d'une semaine à New York à la Conférence mondiale des femmes. Donc, puis c'est très, très clair que le combat est très loin d'être terminé. Quand on se compare, on se console, mais on s'entend que le féminisme, on en a besoin plus que jamais. Ouh, mon Dieu, mais sur ces belles paroles, je pense encore une fois, je le répète, mais t'es l'invitée parfaite. Fait qu'on peut applaudir Marie-Ève, merci d'être là. On va être prêt pour partir notre première rubrique du podcast dans ce cas le chat. Oh yeah! C'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qui se sont déroulées depuis notre dernier épisode. Checkez ça, c'est sur les plateformes de balado. Oui, puis rappelons que le bulletin de nouvelles peut
contenir de la fausse information, mais pour les besoins de l'humour. OK? Fait que gardez vos poursuites en diffamation pour des humoristes qui ont plus d'argent que nous, s'il vous plaît. OK? On est jeunes et pauvres. OK, t'es prête, Coralie? Yes, sir. On passe ça. Le déficit du Québec a été annoncé récemment et fracasse un record. 11 milliards de dollars, presque 4 fois plus que prévu. Pourtant, la CAQ a dépensé notre argent dans tellement d'affaires utiles, hein, le troisième lien, les Kings, le panier bleu, le comité de sages, le salaire de Bernard Drinville en général. Et oui, il s'agit d'un déficit raisonnable, selon François Legault. Imaginez un instant si Québec solidaire était arrivé avec un tel déficit. Hein? Les messieurs en pick-up occuperaient déjà la colline parlementaire à Ottawa avant de réaliser que, oups, ils sont pas à bonne place, puis après ça, ils iraient à Québec. Ouais, 11 milliards de dollars de déficit. Puis nous, on est supposé faire nos impôts comme si de rien n'était. Alors, il faut qu'on soit rigoureuse. Hein, Coralie, il faudrait surtout pas que je déclare un latte de trop. Hein, ça enlèverait un bon 6 piastres à cet argent si bien investi. N'est-ce pas? La population souligne d'ailleurs là, dans mon oreillette que ce serait moins insultant que François Legault fasse juste un tas avec des 100 piastres puis crisse le feu dedans. C'est la population qui le dit. Oui. Sinon, selon une projection du site internet Québec 125, la CAQ récolterait seulement 11 sièges si les élections avaient lieu aujourd'hui. Donc, aux urnes, camarades! Le vite! L'affaire moins le fun avec ça, c'est que c'est le Parti québécois qui formerait le gouvernement majoritaire, hein? Pierre Saint-Paul Plamondon, premier ministre du Québec. C'est l'autre gars qui reconnaît pas le racisme systémique au Québec, puis qui a aussi peur des toilettes mixtes. Et qui reconnaît pas l'intersectionnalité non plus. Non plus. Il reconnaît pas bien des affaires. Je pense même pas qu'il se reconnaît lui-même dans le miroir. C'est comme si Sinon, dans une affaire d'agression sexuelle avec pénétration vaginale à la Cour suprême du Canada, un juge a osé utiliser le terme « personne avec un vagin ». Pourtant, c'est simple, hein? Il y a des femmes pas de vagin, puis il y a des vagins pas de femmes. Tu sais, ça arrive. Le National Post, hein, qui est comme un peu l'équivalent du Journal de Montréal, qui aurait aucune idée c'est qui Ariane Moffat, a titré « La Cour suprême décide d'opter pour personne avec un vagin au lieu de femme ». Un titre qui contient autant de détours que le boulevard P9. Sinon, la fake news s'est rendue jusqu'à l'Assemblée nationale du Québec où Martine Biron, une ancienne journaliste, on le rappelle, a proposé une motion qui dénonce le choix des mots utilisés et qui se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes. Mais coup de théâtre, la formulation « personne avec un vagin » n'apparaît qu'une seule fois dans le jugement, alors que le mot « femme » est utilisé à 67 reprises. Oui, je retourne à mon oreillette. Des expertes ont d'ailleurs souligné que 95% des personnes qui se revendiquent protecteurs de la liberté d'expression sont étrangement aussi les premières à vouloir bannir des mots pour aucune asti de raison. Surprise. Des experts. France-Hélène Duranceau. Oui, encore elle. Ah non, sérieux, on parle tellement souvent d'elle. Là. Je veux dire, on est à ça de faire un jingle, je pense. Quasiment. Devrions en faire un. Bon, on le fait-tu? On le fait-tu? OK, on le fait. OK, prends ça. OK. C'est la nouvelle sur France-Hélène. Qu'est-ce qu'elle fait encore, cette style-là? La nouvelle. La Duranceau. Badoum-dou. Jazz. À retravailler. Merci. C'est fin. Une bonne V1 quand même, bonne V1. Les oreilles doivent sciller le nombre de fois qu'on parle. Donc, Duranceau a bloqué la construction de maisons d'hébergement pour aider les femmes violentées. Tu sais, là, une femme avec des belles valeurs, là. D'ailleurs, en tant que féministe, on tient à préciser qu'on est contre l'invisibilisation des femmes, mais pour sa disparition à elle. C'est pas... Juste elle. Duranceau a même dit ça coûte trop cher la porte. Hein? Parce que madame, elle voulait que ça coûte le même prix qu'un logement social, les maisons d'hébergement, mais c'est pas de même, c'est pas la même chose, matcha. C'est pour ça qu'on fait pas des autoroutes au même prix que les pistes cyclables, hein, tu sais. Un filet mignon, ça coûte pas le même prix qu'un pogo, hein? Sinon, SOS Violence Conjugale a déclaré que les besoins sont criants et que c'est 1200 femmes par année qui ne trouvent pas d'hébergement. France-Hélène, t'en as des portes, toi? Tu pourrais en débarrer quelques-unes? On a la solution. Après 30 ans d'existence et près de 10 ans sous la gouverne, d'Olivier Beach Day Everyday Primo, le Beach Club fermera ses portes à la fin de l'été 2024.
des clients réguliers. Olivier Primo assure qu'il restera cependant propriétaire du site afin de l'exploiter différemment, dans le sens de différemment des personnes qu'il a exploitées pendant 10 ans. Ouais, et la population de la Rive-Nord se demande donc où va-t-elle pouvoir boire de l'alcool cheap trop cher avec la musique cheap, hein? Et les chutes de Rawdon ont déclaré par voie de communiqué « Shotgun! » Oh yeah! Voilà, C'était le bulletin de nouvelles. On aime ça s'imaginer être à la place de Pierre Bruno, des fois. Toi, Marie-Ève, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité dont on n'a peut-être pas parlé dans le bulletin que tu voulais relever, tu voulais soulever? On en a parlé un petit peu? Je te dirais que je parlerais bien de ce qui se passe en France. Oui, l'interruption volontaire de grossesse qui est en ajoutée fait, à la Constitution. Ça a été très bien organisé, je trouve, cette chose-là, parce que oui, en effet, la France, c'est le premier pays à admettre la liberté des femmes à recourir à l'IVG, donc l'intervention volontaire de grossesse, donc le premier pays au monde à le faire au niveau constitutionnel. Mais là où il y a une twist, c'est qu'ils n'ont jamais voulu mettre de droit à l'avortement. Donc les parlementaires ont discuté, ont évalué, puis ils n'ont jamais voulu mettre le droit parce que ils savent très bien qu'au niveau législatif, de mettre le droit à l'IVG n'aurait pas la même signification que de mettre liberté au lieu de mettre de droit. Oui, parce que si on revient à ça... C'est mordant, en fait, de mettre le mot liberté. Et que n'importe quelle législature pourrait quand même passer une loi pour limiter l'accès ou carrément dire que ce n'est plus remboursable, mettons que c'est plus gratuit. Oui, parce qu'on en avait parlé au dernier podcast. S'il y a des gens qui sont pas au courant de l'histoire, c'est que dans le fond, nous, on célébrait ça un peu naïvement, que le 8 mars dernier, la France a rajouté dans la Constitution, dans le fond, supposément, entre guillemets, le droit à l'IVG, mais dans le fond, c'était la liberté de choisir des femmes. L'IVG, là-bas, c'est l'avortement. Dans le fond, interruption volontaire de grossesse. Eux, quand ils inventent des mots, la France, c'est jamais évident. Fait que oui, puis là, tu nous dis finalement que ce n'est que de la poudre aux yeux. Mais c'est quand même le premier pays à le mettre dans la Constitution. Ouais. Parce qu'ils disent que, vu que c'est plus compliqué d'enlever quelque chose de la Constitution, donc, alors qu'une loi, tu sais, ça peut se mettre des fleurs puis tout ça. Donc, le fait de le mettre quand même dans la Constitution, ça vient quand même montrer que les femmes peuvent faire ce choix-là de façon, il disait, je me souviens plus du terme là, qui disait, c'était garantie. Okay. Donc, c'est une liberté garantie que la femme a le choix. Donc, ça, c'est déjà une très, très grosse avancée. Mais c'est ça, c'est pas le droit. Donc, mais il y a quand même une différence au niveau juridique par rapport au droit. Parce que si demain matin, c'était un gouvernement d'extrême droite, de plus extrême droite qu'ils ont en ce moment, disons, ça pourrait, comme tu dis, ils pourraient décider de... Ils pourraient légiférer quand même. Vous avez le choix, mais ça va même maintenant, en fait, ils pourraient légiférer quand même. Ah ouais. Mais la poudre aux yeux, on s'est fait flouer. Mais je me disais aussi que ça peut pas être une si bonne nouvelle que ça si c'était dit par Emmanuel Macron. Mais quand même, c'est quand même l'avancée qu'il y a, c'est que c'est dans la Constitution. Ouais. Ça, par contre, c'est vraiment une avancée majeure. Parce qu'il n'y a aucune autre constitution au monde qui l'a. Ouais. Donc, cette liberté de choix-là, elle est quand même dans la Constitution. Donc, ça, c'est difficile à enlever. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu. Puis, cette liberté de choix est quand même majeure. Ouais. Parce que, tu sais, on a ici ce qu'on appelle les pro-choix, les pro-vie, puis les anti-choix. Donc, ça vient vraiment mettre dans la Constitution quelque chose de majeur. Mais encore là, il pourrait aller plus loin. Ben oui, c'est comme ils nous ont donné une petite nanane là pour nous faire taire les féministes, on dirait, ou les femmes. Il y a quelques personnes qui ont dit que c'était vraiment pour dire bon, ben le débat est fini, là, fermez vos gueules, puis ça finit là. Ouais, surtout qu'il y a au début de l'année, Emmanuel Macron a parlé de réarmement démographique là, de la France. Là, il a dit que il fallait faire le réarmement démographique de la France, puis il fallait que les femmes, il a pas dit ça de même, mais on sait qu'il disait les femmes blanches devraient faire plus d'enfants. Fait qu'on est comme content qu'il y ait un peu garanti le droit à l'avortement, mais en même temps, t'es aussi la même personne qui a dit qu'il faut que les femmes devraient faire plus de bébés. La France, c'est quand même le pays européen avec plusieurs, 4 autres pays, je pense, à avoir bloqué la définition du viol commune à l'ensemble de l'Europe.
Et dans cette définition du viol-là, en fait, la Commission européenne voulait ajouter le consentement et la France a refusé. Ah! Voilà, on le savait qu'il y avait, ça sentait pas bon, cette affaire-là. Oui, bouh, ouais. Donc, c'est ça. D'un côté, on se félicite, mais de l'autre, c'est pas beau. Faut rester vigilante. Oui. Toujours. Toi, Coralie, avais-tu... Oui, je sais pas si vous avez vu ça, mais en ce moment, à New York, il y a plusieurs femmes qui disent s'avoir fait frapper au visage par des hommes dans la rue. Dans la rue, là, en plein jour, beaucoup. C'est tout sur TikTok, en fait, là, ils en parlent beaucoup sur TikTok et oui, c'est des hommes différents. Et là, on sait pas trop pourquoi ça fait ça. Et là, en plus, là, c'est TikTok, là, fait que c'est probablement le pire espace au monde. Si vous êtes en mauvaise santé mentale, regardez pas les commentaires sur TikTok. Ça va vous... Ouais, même en bonne santé mentale, c'est assez pour... Ouais. Puis, sur TikTok, il y a même des gens qui font comme « Hey, c'est une bonne idée de faire ça. » Il y a des gars qui commencent à faire « I love this trend », qui aiment le trend, puis qui aimeraient ça comme... Et là, fait que là, il y a une augmentation de violence et ça arrive aussi à un même moment où il y a une augmentation de violence dans le métro de New York et pour remédier à ça, ils ont mis des policiers partout, sauf que les policiers n'empêchent pas vraiment les crimes, hein, ils arrivent après le crime, donc on arrive avec quand même des femmes qui sont violentées, avec des policiers qui sont là qui font « Oh, j'avais pas vu », puis là qui s'en viennent, puis qui est trop tard, donc oui, il y a une augmentation des crimes contre les femmes à New York, fait que si jamais vous faites un petit voyage à New York, attention! Je suis contente d'être revenue la semaine passée. Ben oui, c'était l'ironie quand même. Mais si je me trompe pas, est-ce que ça se peut que le dénominateur commun, c'était des hommes qui essayent d'approcher des femmes puis qui se font rejeter? C'était ça un peu? Ben, il y en a que c'est pas comme ça. Random, genre, mais aussi, ça se peut, là. Je fais pas confiance à ces hosties-là. Non, mais il y en a qui disaient que oui, effectivement, c'est quand quelqu'un refusait de leur parler ou qui refusait de s'engager avec eux. Ouais, mais il y en a d'autres aussi que c'est vraiment random, là. C'est aléatoire. Il y a des gens qui, c'est parce qu'ils pensent que c'est parce qu'ils regardaient leur sel, mais après ça, quelqu'un d'autre, il regardait pas son sel. Puis il y a du monde, il y en a deux qui disent qu'ils se sont fait dire sorry juste avant. Tu sais, un peu comme quand t'es dans la rue. Puis, avant, genre. oui, ben tu sais, quand t'es dans la rue puis y a quelqu'un qui veut passer, fait que là, les deux femmes à qui c'est arrivé ont comme entendu sorry puis ben ils se sont tassés en pensant que quelqu'un allait passer à côté. Puis finalement, c'est un coup qu'ils ont reçu. Fait que là, on fait comme, attends, il y a des gens qui s'excusent avant de frapper quelqu'un. C'est une bonne technique pour attirer les femmes qui ont été socialisées à genre l'empathie et tout ça, là. C'est comme, bam, ok. Oui, peut-être un Canadien aussi très poli. Oui. Qui dit c'est sorry. Un Canadien. Mais oui, non, c'est ça. C'est assez spécial. Puis ce que ça fait sur les réseaux sociaux aussi, ben ça fait toujours que c'est ça. On croit semi les femmes à qui c'est arrivé, puis on fait comme voir que t'es en train de te filmer un TikTok, puis t'es pas en ce moment à la police, alors qu'on rappelle que nous sommes pluriels et qu'il est possible de faire plus d'une chose à la fois. Ouais. Polyvalente. Oui. Et toi, Emna, quelque chose qui te... Oui, ben une petite dernière, juste parce qu'on n'en a pas parlé dans notre court bulletin, mais moi je reviens tout le temps à la Palestine, là, puis à ce qui se passe, puis tout ça, puis la maudite idée là de bureau du Québec à Tel Aviv, hein, cette affaire-là là, que la CAQ défend corps et âme. Mais là, la même ministre dont on a parlé tantôt, Martine Biron, elle a dit que l'ouverture d'un bureau du Québec à Tel Aviv, c'était en rien une prise de position dans le conflit israélo-palestinien de la part du Québec. Et là, déjà, elle appelle ça le conflit israélo-palestinien. Moi, déjà, au lieu d'une guerre ou d'un génocide. Fait que moi, elle a déjà perdu toute crédibilité dans le dossier à mes yeux. Puis c'est ça, il y a quelques jours, elle disait « En rien, l'ouverture du bureau du Québec à Tel Aviv, dont l'annonce est bien antérieure au début des hostilités, ne peut être interprétée comme une prise de position de la part du Québec. » Puis j'étais comme « Ben oui, Martine. » Puis Guillaume Lemaitre-Vierge, il l'avait pas vu, le mot en haine gravé sur le boulot. C'est beau, le déni, quand même. Je sais pas, moi j'ai envie les gens dans le déni. Des fois, je suis comme, ils doivent être bien. Ça doit être vraiment plus zen une vie où est-ce que t'es dans le déni climatique, le déni du racisme, le déni du sexisme, puis juste comme là. Si je le vois pas, c'est parce que ça arrive pas. Fait qu'on salue Martine, dont les oreilles doivent sciller aussi. Et merci pour ce mini tour de table de l'actualité, Marie-Ève. Avec plaisir. Oh yeah! C'est maintenant l'heure du segment Ça a mal vieilli, où on revisite un élément de la culture pop qui sonne un peu grinçant dans nos oreilles maintenant en 2024.
Oui, excusez, j'étais en train... on multitask, hein, nous, à Farouche. Puis puisqu'on est ici avec la FTQ, donc, et que l'épisode tourne pas mal autour des femmes et du travail, ben, ce sera aussi les thèmes, le thème des chansons qu'on vous a dénichées, qui n'ont pas très bien vieilli. Fait que tu nous passes ça, Coco? Oui, moi, je voulais parler de Fifth Harmony, de la chanson Work From Home. Tu sais que c'est quelque chose avec ça. You're gonna put them work. Bon, ça tourne là. Fifth Harmony, qui est un groupe qui a été de femmes, qui a été créé, un girls group qui a été créé par X Factor quelque part en 2013. Ah oui, hein, c'était comme la ressurgence des girl bands avec les Pussycat Dolls et tout. Là. Oui, exactement. Fait que c'est 5 filles qui s'aiment pas, qui ont fait un groupe ensemble. C'est fantastique. Tu connaissais-tu au moins? Non, elles se connaissaient pas. Ils ont toutes fait l'audition séparément. Puis ils ont fait, ouais, vous êtes bonnes, mais il y en a en maudit des chanteuses. Fait qu'on va vous mettre ensemble. Puis ils se connaissent pas. Puis d'ailleurs, il y a Camila Cabello, qui était dans Fifth Harmony, qui est maintenant chanteuse solo, et qui était celle qui avait sûrement le meilleur agent, parce que dans tous les clips de Fifth Harmony, c'est la seule qui est habillée. Toutes les fois, je suis comme, Camilla, elle s'est négocié ça, son affaire. Qui dit girl band dit exploitation des femmes. Oui. Fait que oui. Non, mais ce n'est que de l'exploitation, pas mal des groupes comme ça. Et là, je vais parler de la chanson Work From Home, qui est une chanson écrite avant la pandémie, donc des visionnaires quand même. Et je veux surtout parler du clip, en fait, parce que ça se passe dans un chantier de construction. Puis là, les filles se promènent en petite tenue, pas de casque, pas de lunettes, pas de bottes 4 d'acier. Hey, ça serait une plainte à la CNSST, là. Hey, non. En plus, les gars sur le chantier, ils travaillent en chest, tout huilé. Hey, c'est dangereux manipuler une scie quand t'es huilé, là. Clairement, ils sont pas syndiqués, OK? La FTQ, faut qu'elle rentre là-dedans. Puis là, au début du clip, OK, Camila Cabello, justement, elle commence à chanter en regardant la caméra, puis elle verse du ciment, puis elle regarde pas ce qu'elle fait, pas focus la fille, là. C'est pas le genre de travailleuse qu'on veut ces chantiers, OK? Sinon, c'est assez louche, le clip de Work From Home. Le chantier est beaucoup trop propre. Y a même pas un code de Tim Hortons qui traîne. Moi, je pense que c'est pas vrai. Puis c'est ça, j'ai jamais compris le concept des girls group. Je suis comme, ça s'adresse à qui? C'est pour les filles? Si oui, pourquoi sont habillés aussi sexy? C'est pour les gars? Mais y a pas un gars qui veut se faire prendre en train de triper sur un girls group? C'est pour les personnes non-binaires? Ah, c'est peut-être pour les personnes non-binaires, dans le fond. Peut-être j'ai trouvé. Reste que j'aimerais ça, moi, voir un girls group de femmes pour les femmes. Tu sais, là, les tunes seraient toutes bonnes, mais sont jamais maquillées dans leurs clips, tu sais? Sont genre en pyjama, à boire un bubble tea, puis elles écoutent Gilmore Girls. En tout cas, moi, je l'écouterais, ce clip-là. Fait que Fifth Harmony, Work From Home, tout le monde. Ouais, vous l'écouterez plus jamais de la même façon. Moi, j'ai ressorti cette chanson qui date de 1976. Money, Money, Money de ABBA. OK? Puis c'est pas tant qu'elle a mal vieilli, autant qu'elle est juste tristement encore vraiment d'actualité, même si ça fait 50 ans qu'elle est sortie. OK? Fait que moi, j'aime ça. Coralie, elle fait... Mon Dieu, 50 ans! On dirait que je suis comme ça. ABBA, pas 50 ans. Non, c'est ça, mais non. Moi, j'aime ça chanter les paroles. OK? Fait que... I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? Oh, merci pour les harmonies. And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Bon. Parlez-vous de moi, Abba? J'ai l'impression que cette chanson... Je sais pas si vous saviez, chères travailleuses et travailleurs du secteur public, nous, les travailleuses autonomes, on lâche nos jobs de jour pour partir à notre compte, hein, pour plus avoir de boss, pour plus avoir de 9 à 5, de 40 heures semaine, pour finalement travailler 150 heures semaine pour moins d'argent. Donc, c'est ça qu'on fait. Mais faut vraiment qu'on haïsse les boss pour le faire, quand même. C'est à ce point qu'on est anti-capitaliste, même pour notre propre capital, on n'en veut pas. Fait que je me sentais interpellée par cette chanson qui est, comme je disais, tristement encore d'actualité. Sinon, après ça, ils disent In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I would have it voyons, c'est de mon suédois. I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Nous, Coralie, on est féministes. Hein? On est féministes, on est des femmes fortes, on est des femmes indépendantes. On n'a jamais voulu se faire vivre par des hommes riches. Mais j'avoue que je commence à questionner nos choix de vie. Là, non, mais depuis qu'un poivron, ça coûte 5,99 la livre, là, je te mentirais pas, j'y songe. Je comprends. Non, mais
des fois, nos principes, ça a un prix. Des fois, nos principes, chacun a le sien. Je juge pas personne. Puis pour moi, c'est 7 piastres le paquet d'Oreo. C'était ma limite. Ils l'ont franchi. Cet été, on s'en va au Beach Club, dernier été, puis ça en va se pogner un riche. Moi, je vise Olivier Primo, rien de moins. Puis là, après ça, bon, le refrain, évidemment. Vous pouvez chanter tout le monde en chœur. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. Bon, cette chanson-là, en 2024, là, je trouve qu'elle pousse le bouchon pas mal à l'époque. Parce que à l'époque, OK, aujourd'hui, là, en 2024, oui, là, c'est plate, le rich man's world, tout ça, mais j'ai checké pour le fun en 1976. Dans ces années-là, le prix moyen d'une maison au Québec, c'était quoi? OK? Pour savoir aussi, il exagère un petit peu de chialer en 76. Puis donc, début des années 80, c'était 48 000 $. Le prix moyen d'une maison, je sais, ça fait mal. C'est genre le salaire d'une prof de primaire. Non, mais j'allais dire, c'est ce que ça m'a coûté en communauto juste le mois passé. Là. Ça, c'était à l'époque. À l'époque, à peu près 2 fois le montant du revenu moyen d'un ménage. Fait qu'un ménage faisait à peu près 24 000 $. En 2021, ça, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, donc c'est pire aujourd'hui en 2024. Le prix moyen d'une propriété était de 425 000 $, près de 5 fois le revenu moyen d'un ménage. OK? Puis ça, c'est quand t'as un ménage. Je sais pas si tu le sais, ma chum, mais se séparer en 2024 non plus, pas tendance. On fait pas ça. Fait que nos chums suédoises, là, ils étaient bien. Ils étaient quand même bien. Si elles voyaient le prix de nos cartes au puce du mois aujourd'hui, elles se garderaient sûrement une petite gêne. Voilà ce que j'avais à dire sur ABBA. Moi, sinon, je vais parler aussi de Work Bitch de Britney Spears. Donc là, je vais y aller avec une chanson de Britney Spears, mais c'est pas Britney qui a mal vieilli. On l'aime, Britney. Non, on l'aime, Britney. Ouais, d'ailleurs, Britney, c'est le parfait exemple du paradoxe de la gauche. Hein. C'est comme, mangeons les riches, mais free Britney! Il y a des gens qui l'ont senti dans le cœur, celle-là. Mais bon, même si on l'aime, Britney, puis on se tient loin des jokes sur sa santé mentale, autant qu'on se tiendrait loin d'elle si on la voyait faire sa petite danse avec des couteaux. Je veux pas en parler. Non, mais la chanson que j'aimerais décortiquer aujourd'hui, c'est Work Bitch. Puis là, je pensais pas dire ça dans le micro dans la FTQ un jour. Mais bon, c'est pas Magali Picard qui vient de dire ça non plus. Ça serait quelque chose. Fait que je tiens à dire que Work Bitch, c'est une de mes chansons préférées quand je m'entraîne. Hein. C'est le beat de 2013 sur lequel j'ai le plus squatté. OK? Fait que, sinon, ça va comme suit. Donc, ça commence en faisant You wanna... Bon, à date, ça va. Là, ça se garde à la prochaine phrase. Là, ça dit You want a hot body? Bon, là, Britney... N'importe qui écrivait tes chansons pendant que t'étais sous la tutelle de ton père. Un hot body, tout le monde a ça! Oui, c'est un body, t'as un hot body. C'est un hot body. Pas besoin de travailler pour, tu l'as. Après ça, elle dit, You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. Mon petit move de tête en même temps. On n'a pas les mêmes objectifs. Hein, non, mais effectivement, il faut travailler fort pour s'acheter une Bugatti ou une Maserati. Puis là, d'ailleurs, il a fallu que je Google pour être sûr que c'était des voitures, parce que je connais pas ça. Same. Moi, je pensais que c'était des marques de fromage vraiment chères. Okay? Ça sonne de même, tu sais, un Babybel vraiment cher, ça serait un Bugatti. Puis là, sais-tu, moi, je trouve que ce qu'il faut travailler encore plus fort, c'est pour du transport en commun efficace qui plante pas avant un podcast. Ah non, mais tu sais, il faut travailler fort pour un transport en commun. Il faut l'exiger à nos dirigeants, aller à des manifs, signer des pétitions, être capable de tenir en équilibre dans le métro. C'est pas... You want a système efficace de transport en collectif? You better work, bitch. Sinon, on se le cachera pas, souvent les gens qui ont une Bugatti ou une Maserati, ils avaient une bonne base d'argent familial avant. Là. Ils ont pas tant... Puis au Québec, en plus, ça sert à rien d'avoir ces chars-là. Ils ont même pas de pneus d'hiver. Vous ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta Bugatti de la vitesse en allant à Saint-Hyacinthe? C'est mon chum. Après ça, elle fait You want a Lamborghini? Sip martinis? Là, j'espère qu'elle parle pas de boire des martinis dans la Lamborghini, parce que ça, c'est illégal, OK? Sinon, look hot in a bikini, you better work, bitch. Elle l'a dit 2 fois quand même, un peu de grossophobie. Mais là, c'est-tu juste moi qui capote pas tant que ça, ces bikinis dans la vie? Moi, je me rase pas dans la vie, fait que j'ai pas nécessairement envie de montrer à tout le monde le petit André Sauvé que j'ai entre les 2 jambes. Je vous laisse avec ça. On salue. C'est la première fois qu'on nomme André Sauvé dans le podcast. C'était pour ça.
Sinon, elle dit, you wanna live fancy, live in a big mansion. Plus, c'est juste moi qui veux pas nécessairement habiter dans une grosse maison non plus, hein. Faut faire le ménage, ça prend du temps. Puis c'est pas beau, une maison de riche, je trouve. Tu sais, une grosse maison de riche. Tu sais, des fois, ils ont des salles de bain, là, qui c'est comme juste une grosse douche. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, il faut se parler, là. Un moment donné, il faut que la douche arrête puis la toilette commence, là. C'est un contrat social. Puis après ça, elle dit « Party in France ». Plus, il y a bien quelque chose que t'as pas besoin de travailler fort pour, c'est de faire le party en France. Comme, là, tu vas me dire « Ben là, faut bien que t'achètes le billet d'avion, Coralie ». Mais je suis sûre que tu peux te cacher dans la valise d'un Français qui s'en retourne chez eux, moi, je pense. Entre deux camemberts. Ben oui, ben ils ramènent tout le temps du sirop d'érable, anyway. Fait que tu fais juste te glisser. Puis après ça, elle dit « You better work, bitch. You better work, bitch. Not get to work, bitch. » Puis là, ça, on fait déjà ça, là, travailler, Britney. Là. Je suis sûre qu'il y a une couple de femmes avec 3 enfants qui vont porter les enfants à l'école en train de faire des lunchs, puis sont comme « C'est correct, Britney, j'ai compris. » Puis après ça, elle fait juste répéter à peu près les mêmes paroles tout le long. Elle dit au monde d'aller travailler, mais elle l'a pas fait beaucoup dans cette tonne-là. Ouais, c'était des paroles un peu répétitives, mais un classique quand même, comme tu dis. Ça se squatte bien, pour quand le même. squat, ça se squatte bien. Moi, je terminerai avec la chanson Rich Girl de Gwen Stefani. Est-ce qu'on se rappelle de cette... Ouais, Rich Girl. Alors, j'ai décortiqué la chanson Rich Girl qui featurait, c'est pas en français? Qui contenait. En tout cas, la rappeuse Yves était aussi de la chanson. Tout le monde se rappelle de la rappeuse Yves? Ouais. Je l'ai googlée, elle a l'air d'aller bien. Je pense qu'elle avait rien fait depuis Rich Girl, justement. J'ai trouvé ça difficile de trouver des bonnes, mauvaises chansons qui avaient bien mal vieilli. Là, je suis Coralie, je gagné toutes les bonnes. Mais, donc, on part ça avec Rich Girl. If I was a rich girl, na 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 na. See, I'd have all the money in the world. If I was a wealthy girl, no man could test me, impress me. My cash flow would never ever end. 'Cause I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl. Bon, à date, on a... Hey, vous applaudissez. Je vous amène la prochaine fois que je fais du karaoké. Les applaudissements. Non, mais j'allais dire, à date, on n'apprend pas grand-chose. OK, elle dit, en gros, si j'avais full de cash, je serais riche, puis si j'étais riche, j'aurais full de cash. À date, on suit tout le monde, c'est bon. C'est après que ça se gâte un petit peu, là. Là, elle dit... All the riches, baby, won't mean anything. All the riches, baby, don't bring what your love can bring. All the riches, oh wait, je suis sceptique. All the riches, baby, won't mean anything. Don't need no other, baby. Your loving is better than gold, and I know. In this economy. Ma chum, tu peux pas, ça va trop mal pour qu'on soit romantique, tu peux pas choisir le gars over de l'or, esti. Tasse le dos, donne-moi-les, moi, le cash down pour un condo, pas choix pogné à payer un 3,5 en location, 1800 pièces rien d'inclus pour le restant de mes jours. Voilà, c'était ça, c'était mon petit rant sur les gens qui choisissent les messieurs over l'argent, mais non. C'était la réponse. Oh yeah! Vous êtes un public en or. Vous viendrez nous revoir, là. Oui. On vous aime déjà. Sinon, on est maintenant au moment du podcast où on pose des questions plus spécifiques à notre invité pour apprendre à en connaître la belle Oux qui sommeille en vous. Oh, oui. Puis, et en la FTQ, hein, la belle Oux qui sommeille. Il y a peut-être une belle Oux qui sommeille dans les bureaux ici, là, je sais pas. Marie-Ève, on se lance. On se lance. Tu es l'une des premières femmes immigrantes au bureau de la direction de la FTQ, ce qui est déjà un extraordinaire exploit en soi. Oui, moi j'aurais applaudi si j'étais dans le public, là. C'est génial et inquiétant à la fois, j'ai envie de dire. Mais je me demandais comment ton background, qui est différent de la plupart de tes collègues, oriente tes aspirations, tes convictions, tes actions. Mais je pense que le fait d'être une personne immigrante, puis d'avoir appris, en fait, à connaître et comprendre les systèmes québécois, fait en sorte que j'ai une vision qui est probablement différente des personnes natives. Puis je pense que le fait aussi d'avoir beaucoup de support, donc d'avoir des gens autour de moi qui ont cru en cette capacité à être sur un bureau de direction au niveau de la fédération, ça a été vraiment quelque chose là de fabuleux. Puis de rencontrer des gens fait en sorte qu'on a des expériences et des connaissances, puis ça, c'est inestimable. Moi, je suis curieuse. Qu'est-ce que tu dirais, justement, tu sais, mettons, à la jeune femme immigrante qui nous écoute puis qui trouve ça rough de genre
gravir un peu les échelons puis tout, puis tu dis que ton expérience, ça t'a aidé à voir différemment. Tu lui dirais quoi, là? Je dirais de persévérer, parce que moi aussi, j'ai galéré. Vraiment. Pendant 10 ans, je travaillais à l'université où j'étudiais, donc à l'UQAM. Je suis arrivée ici en 99 à l'Université de Montréal, puis je suis restée. Donc, je trouvais que la société québécoise de l'époque avait vraiment un côté progressiste. Oui, de l'époque, effectivement. Parce que c'est plus le cas, désolée. Mais franchement, à l'époque, je trouvais que c'était quelque chose là qu'en France, ça n'existait plus. Puis la France s'en allait vers un penchant d'intolérance, puis vraiment là de xénophobie assez intense. Et je voyais pas mon avenir là-bas. Donc, j'ai choisi le Québec parce que je trouvais qu'il y avait plus d'ouverture au Québec. Oui, puis François Legault te l'a tellement bien remis, hein? On s'excuse pour Frankie. C'est peut-être pour ça que je suis devenue syndicaliste, finalement. Oui. Parce que je pense que on a besoin d'un contre-pouvoir. Puis actuellement, je suis très heureuse, en fait, d'être arrivée au bureau de direction en même temps que Magali Picard. Donc, pour moi, là, c'est vraiment le momentum. Oui. Parce que c'est vraiment une vague de changement et ça fait du bien d'avoir une première femme depuis l'existence, la création de la FTQ. Donc une première femme présidente autochtone à la tête de la fédération, là, c'est un moment historique. Puis je suis très contente de faire partie de ce moment historique. Ah oui, première femme de la FTQ quand même. Puis est-ce que tu trouves que, tu sais, quand tu parles du contre-pouvoir, là, je veux dire, pour les gens qui comprennent pas vraiment, tu sais là, parce que pour bien du monde, les syndicats là, c'est les fatigants qui font qu'ils peuvent pas changer une ampoule dans leur bureau ou quelque chose de même. C'est quoi pour toi, tu sais, le contre-pouvoir, c'est quoi, pourquoi cette position-là est aussi importante? Parce que je pense que les valeurs principales du syndicat, puis les gens ont tendance à l'oublier, c'est que ce sont les membres qui font le syndicat. Donc, s'il n'y a pas des membres qui lèvent la main pour dire « Ok, je vais m'en occuper, je vais m'occuper de défendre les droits de mes collègues, des membres, que ce soit au niveau local, au niveau provincial, fédéral. » On a besoin, en fait, d'avoir des gens qui s'unissent, se solidarisent. Et ce qui crée, en fait, ce contre-pouvoir, c'est cette solidarité. Donc, la fédération, qui est la FTQ, c'est ce que ça représente. C'est vraiment le fait que plusieurs syndicats affiliés se mettent ensemble pour créer un contre-pouvoir. Pourquoi? Parce que cette fédération-là, elle a les moyens, supportés par l'ensemble de ses membres, qui c'est quand même 600 000 membres là, à travers le Québec, de travailleuses et de travailleurs, qui vont donner ce pouvoir-là, parce que dans un monde capitaliste, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Ah oui? Donc, ils vont donner suffisamment de cotisations pour que nous, on puisse ensuite, en tant que fédération, donner du service en recherche, en éducation, en santé et sécurité. Donc, vraiment, dans l'ensemble des paramètres qui concernent le travail, mais aussi de faire découler tout ça dans la société. Parce que c'est pas vrai qu'on travaille uniquement à la défense des droits de nos membres. Vu qu'on est un contre-pouvoir, il faut qu'au niveau législatif, ça suive aussi pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Donc, on a tous des gens dans nos familles, dans nos amis, dans nos connaissances, qui ne sont pas syndiqués et qui méritent, autant que les travailleurs syndiqués, d'avoir des bonnes conditions de vie et d'avoir des conditions de vie décentes. Très bien dit, wow! Moi, Marie-Ève, je voulais revenir sur ton titre, parce que je réalise peut-être que nos auditeuristes n'étaient pas au courant, en tout cas comme moi, un de tes titres, parce que tu en as plusieurs, de vice-présidente femme de la FTQ, parce que c'est un poste qui est créé spécifiquement pour les femmes. Oui, en fait, la FTQ a décidé lors d'un de ses congrès, je pense que ça remonte à 20 ans maintenant, 20 ans déjà, oui. De créer 3 postes qui sont réservés aux femmes au bureau de direction de la FTQ, parce que justement, les femmes ont considéré que il fallait absolument avoir un point de vue de la condition féminine au bureau de direction pour ne pas que ça continue à être un boys club ad vitam aeternam. Tabarouette!
Serait-ce de la discrimination positive? Un quota, c'est les mots qui font si peur en 2024? T'es-tu en train de me dire que ça fonctionne? Je pense qu'on en a besoin de certaines mesures structurantes qui imposent, en fait, la parité. Et ce que j'ai vu, par exemple, en allant à la Conférence mondiale des femmes de l'ONU, c'est que dans beaucoup de pays, il y a des forces féminines qui essaient de mettre la parité dans l'ensemble des gouvernements. Puis c'est pas évident. Au Québec, on a quand même eu une progression. Donc, on est passé, je pense, il y a 10 ans, à peu près, même pas 20% de femmes parlementaires. Aujourd'hui, on est rendu à presque 47%. Donc, il y a quand même une progression, puis cette parité-là... Grâce à des lois aussi qui ont été mises en place. C'est pour ça que les mesures structurantes sont nécessaires, parce que si on n'impose pas quelque chose, ça n'arrivera jamais de la bonne volonté. La bonne volonté, on a beau dire que oui, bien sûr, on va supplier, mais ça ne marchera jamais. Donc, il faut absolument obliger, parfois, par des mesures structurantes, à imposer la place, parce qu'il faut qu'on ait une place et qu'on ait une voix. Donc, on fait quand même partie de la moitié de la population. Donc, de nos invisibilités réellement, comme ça, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Donc, la parité est quelque chose là, d'essentiel. Puis la diversité aussi. Oui, je n'aurais su mieux dire. C'est drôle, on est là-dedans, nous aussi. C'est ça, j'allais dire. Pour ceux qui nous connaissent pas, nous, c'est ça, on est des humoristes féministes, puis nous, on a parti une page Instagram qui s'appelle Pas de filles sur le pacing pour... j'aimais ça, quelqu'un a fait « Ah oui, j'ai vu ça ». Dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble on recense, dans le fond, tous les spectacles d'humour, les soirées d'humour où il y avait pas de femmes, dans le fond, sur une soirée. Et nous, on la met sur une page Instagram pour montrer à quel point c'est systémique, puis comment il y a un boys club dans le milieu de l'humour. Puis nous, on pense que ça prend une discrimination positive. Puis nous, on pense qu'une femme par spectacle, c'est le strict minimum. Ça devrait arriver. Et malheureusement, ça fait quoi? 1 an qu'on a parti la page, on est à plus de 200 publications. Là. Pas en 1984, là, en 2022, 23, 24. Fait que, puis là, il y a eu le gala des Oliviers. Si vous suivez un petit peu, il y a quelques jours, qui est le gala qui récompense les hommes blancs, je veux dire les humoristes. Puis, parce que, bon, en 2024, c'est encore une fois que des hommes blancs qui ont remporté toutes les statuettes au gala du soir, en tout cas les prix individuels, là, je veux dire. Puis moi, je suis là sur le CA de l'Association professionnelle de l'industrie de l'humour. Puis là, je me cherche comment leur dire sans flipper une table que ça n'a pas de bon sens en 2024. Fait que je vais peut-être te traîner avec moi, Marie. Oui, avec dans notre prochaine réunion. Déjà sur 114 CA, là, mais un de plus, oui, un de moins. Ça. Ah oui, t'es capable de rentrer un autre CA dans ton horaire chargé. Ouais, fait que, nous, ce qu'on martèle, c'est que si on continue à juste laisser ça aller en humour, en politique, en culture, n'importe où, ça va pas, parce qu'on se fait tout le temps dire, le temps, tu vas voir, le temps va arranger. La bonne foi ne fait pas avancer les choses. Non, parce que c'est systémique, parce que c'est ancré, c'est inconscient, des fois c'est conscient, malheureusement, mais c'est surtout inconscient. Oui. Puis le système patriarcal dans lequel on vit est vraiment un système basé sur la colonisation. Et sur vraiment l'image de Dieu le Père, là aussi. Donc, le bon père de famille. Oui. Puis, tu sais, c'est vraiment une structure et des mœurs qui sont tellement ancrées que même nous, les femmes, donc beaucoup de femmes ont intériorisé ce système-là. Et c'est très difficile, en fait, de vraiment de changer cet état d'esprit parce que automatiquement, on revient à ça. Donc, s'il n'y a pas vraiment là une volonté politique et une volonté de structurer tout ça et d'imposer certains choix, ça marche pas parce que justement, comme on dit, on chasse le naturel puis il revient au galop. Oui. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on parlait de contre-pouvoir puis de syndicalisme, je trouve que ça vient changer le narratif un peu mondial. Puis je pense que on a bien besoin, si on veut changer le monde, de changer le narratif puis pas de penser qu'on s'en va dans le mur puis dans un monde où les arbres sont en feu puis Prada vend des masques à gaz avec des paillettes, là, genre. J'ai l'impression qu'on s'en va là, mais tu sais que dans le fond, n'importe quelle victoire de la FTQ ou des femmes à la FTQ, c'est une victoire pour toutes les travailleuses, c'est une victoire pour toutes les femmes à travers le Québec. Exact. Fait que, tout à fait.
J'aime ça, c'est comme un mélange entre un show d'humour et une manif. Je vis que pour ça. Venez à nos shows là, où est-ce qu'il y a 2 personnes woke dans la salle la prochaine fois, s'il vous plaît. On a besoin de vous autres. Puis sinon, c'est comment travailler avec Magali Picard, quand même? Franchement, je trouve ça vraiment super intéressant parce qu'elle apporte vraiment une ouverture d'esprit. Et comme je l'ai dit à chaque fois, je suis vraiment très contente d'être dans ce momentum-là parce que je suis pas certaine que j'aurais survécu aux façons de faire qui étaient vraiment très centralisées auparavant. Il y a encore des choses à changer, ça c'est sûr, mais ça se modifie pas comme ça du jour au lendemain. Une structure comme la Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec. Mais on a lancé dernièrement les États généraux du syndicalisme, enfin, après plusieurs congrès où on l'a demandé. Puis tous les syndicats affiliés ont été d'accord pour le faire. Puis on a envoyé l'invitation à l'ensemble des centrales syndicales du Québec parce qu'on a besoin d'atterrir en 2024 au niveau syndical. Il faut absolument qu'on puisse faire autant de changements qu'il y a eu dans le monde du travail puis dans la société. Donc, on veut absolument défendre nos membres, puis on veut conserver aussi nos valeurs syndicales de solidarité. Et je pense que ça, c'est essentiel avec toutes les problématiques qu'on voit à travers la planète, que ça soit la montée des extrêmes droites, que ça soit les changements climatiques, que ça soit l'attaque envers les droits des femmes. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit absolument s'attaquer et pour lesquelles il faut absolument continuer à lutter. Et il faut que ce contre-pouvoir-là puisse continuer à vivre et à se développer. Oui, tout ce que tu dis mérite des applaudissements, tout à fait. Ben oui. Excuse-moi, Coralie, j'allais dire, tu nous devances. On voulait te poser une question sur ta vision du syndicalisme, justement. Tu sembles penser qu'on est dû pour peut-être un changement de façon de faire dans le syndicalisme. Qu'est-ce que tu entrevois, toi? Mais c'est sûr qu'on doit absolument faire un changement pour pouvoir s'adapter aussi au milieu de travail. Donc, les milieux de travail changent, il y a des nouveaux emplois qui sont créés, des nouvelles formes de travail qui existent. On a aussi le besoin d'avoir la vision des jeunes. Mm-hmm. Donc, les 35 ans et moins! Puis je pense que les jeunes sont très allumés. Les jeunes ont une autre façon, en fait, de militer. Puis on a besoin, en fait, de voir ces nouvelles formes de militance. Et il faut qu'on puisse s'adapter au niveau syndical à ces nouvelles formes de militance-là. Puis, comme moi je dis... vous allez ouvrir un compte TikTok, c'est ça qui se passe. Non, je laisse. Si au moins c'était que ça. Oui, ça serait si simple. Ça serait si simple. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que c'est beaucoup de choses, en fait, qui doivent être complémentaires. Donc, que ce soit l'éducation populaire, que ce soit l'information, que ce soit la communication, que ce soit aussi l'intérêt que les gens peuvent avoir pour certaines formes de militance, mais qui ne sont pas reflétées par le syndicalisme. Il y a des choses là qui doivent absolument être connues et reconnues. Qu'est-ce que tu veux dire par là, par exemple? Mais je sais que, par exemple, les jeunes sont très, très intéressés par l'environnement. Mm-hmm. Donc, ils vont beaucoup s'impliquer dans le communautaire, puis dans des regroupements parce qu'ils savent que l'impact sur leur vie est tellement évident que pour eux, cette forme de militance-là est essentielle, parce que sinon, il n'y a pas d'avenir. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'au niveau syndical, il faut absolument reconnaître ces formes de militance-là, puis leur dire que le syndicat aussi milite pour ça. Mm-hmm. Donc oui, on a l'impression qu'on défend peut-être parfois des entreprises minières ou qui sont dans le pétrole. C'est parce que nous, on défend pas ces entreprises-là, on défend des travailleuses et des travailleurs. Donc ce qu'on veut, c'est être à la table puis modifier ces emplois-là pour pas qu'ils perdent leur statut et leur niveau de vie. Donc on veut pas de la destruction des familles. Mm-hmm. Ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent continuer à bien vivre. Donc, on a juste une façon de militer qui est très différente. Donc, le but, ce serait vraiment d'essayer de rassembler toutes ces forces-là pour qu'on puisse vraiment avancer. Mais c'est ça, les forces contraires sont quand même très fortes. Hein? Ah oui? Donc, c'est pour ça que c'est plus ou moins facile de le faire, mais on a besoin de jeunes femmes comme vous. Ah, stop it! On essaye. On essaie. On est brûlés.
Sinon, ben, quand tu nous as dit que tu t'étais battue, entre autres, pour une journée de congé menstruel, une journée par mois pour les personnes avec des utérus. Là, c'est dur à implanter. Qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, au dernier, à l'élection de Magali Picard, donc au dernier congrès de la FTQ, il y a 2 résolutions, en fait. Donc, une qui a frappé le plancher. Donc, quand on dit qu'une résolution frappe le plancher, ça veut dire qu'elle est débattue en congrès. Donc, tout le monde peut aller au micro puis dire je suis pour ou je suis contre. Okay. Donc, la première qui a été adoptée, puis on en est très fiers. Donc, si vous allez sur la porte de la toilette ici, vous allez pouvoir la voir. C'est qu'on a réussi à amener une résolution qui a été adoptée à l'unanimité pour la gratuité des produits menstruels. Donc, on demande... On applaudit. Oui, c'est très bien. Donc, la FTQ va vraiment essayer, au cours des prochaines années, là, à faire en sorte d'amener cette gratuité-là, non seulement au niveau syndical, mais de tous les affiliés de la FTQ, puis probablement essayer de le faire aussi au niveau municipal, provincial. Donc, ça, c'est des choses là qu'on veut emmener. Puis l'autre résolution qui a été adoptée par la suite, c'est d'essayer de trouver une façon d'implanter un congé menstruel. Donc, on l'a vu que ça existe dans d'autres pays. Puis, je pense que c'est quelque chose là qui est possible. J'ai vu dernièrement là qu'en France, il y avait un projet de loi qui avait été déposé. Mais évidemment, vu qu'il y a beaucoup de messieurs qui sont qui sont à la tête des assemblées puis des parlements, ça va probablement être un combat là difficile à gagner. Mais j'ai vu dernièrement qu'il y avait alors, je ne sais pas si c'est un parlementaire, mais il y a des parlementaires qui ont accepté d'avoir la petite machine là, qui provoque des crampes menstruelles pour leur présenter le projet de loi. Oui. Wow. Parce que juste notre parole n'est pas suffisante. Non, évidemment. Fait qu'il faut leur faire mal. Faut leur faire vivre. Un slogan, c'est on veut leur faire ils ont besoin de vivre ce que vit une femme. Ouais. Bon, évidemment, t'as pas le mal de tête, les nausées, puis tout ce qui va avec, là. Les tâches impossibles à enlever sur tes draps. T'as juste la douleur, là. Ouais. Okay? L'envie de pleurer quand on écrit un courriel. Donc ça, c'est quelque chose là que je pense qui est vraiment essentiel, puis que vu que ça a été adopté, une résolution, une fois que c'est adopté en congrès, la FTQ est dans l'obligation de respecter cette résolution-là. Donc on essaie de tout faire pour mettre en place pour que ça devienne quelque chose de pratique. Donc c'est sûr qu'on en a vraiment beaucoup, juste pour vous le dire là. Au dernier congrès, on a eu au-dessus de 150 résolutions. Wow. Puis si, là, je veux pas, si c'est trop compliqué, je veux pas que tu résumes en 4 secondes quelque chose qui prendrait 4 heures, mais comment on implante ça, un congé? C'est quoi les idées que vous aviez de, est-ce que une femme se présente 2 jours d'avant, disant dans 2 jours, je vais fortement avoir mal au ventre, faudrait que j'aille congé? Mais c'est sûr que la difficulté qu'on a, c'est par rapport à l'insérer, comment est-ce qu'on l'insère, ce congé-là? Est-ce qu'on l'insère dans le code du travail? Est-ce qu'on l'insère au niveau de la santé et sécurité? Donc, il faut vraiment évaluer au niveau même législatif puis des structures, comment est-ce qu'on peut l'insérer. Ensuite, c'est sûr que les employeurs vont probablement et certainement chialer. Chialer. Ils vont dire, ben là, c'est pas toutes les femmes qui ont mal, parce qu'évidemment, ils sont tous médecins. Ils sont tous médecins et puis ils le savent. Puis ils vont probablement vouloir aller plus du côté de la santé, donc un billet médical ou une preuve. Un billet médical, oui, c'est facile à avoir accès. Moi, je suis certaine qu'ils vont juste, à mon avis, que c'est ça qu'ils vont demander. C'est ça qu'ils vont demander. C'est sûr et certain. Donc le fait que, en fait, de même reconnaître que la femme biologiquement est différente et doit avoir au moins une journée par mois, c'est comme de quoi tu parles? C'est comme surréaliste. Nous autres, on est capable d'aller au travail. Vous autres aussi, vous devriez être capable. C'est comme surréaliste. Puis, tu sais, les femmes, on a beaucoup je pense, de pénalités juste parce qu'on est femme. On est pénalisé parce qu'on tombe enceinte. On est pénalisé parce qu'on peut faire des fausses couches. On est pénalisé parce qu'on est menstrué. On est pénalisé parce qu'on s'occupe de nos enfants. Puis, on est pénalisé quand on s'occupe de nos parents. Et en plus, on est pénalisé lorsqu'on part à la retraite, parce que tout ça nous a pénalisé tout au long de notre vie. Puis en plus, on est pénalisé pour la ménopause. Donc,
on est pénalisé à toutes les étapes de notre vie. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait juste que, pour que les gars acceptent notre congé menstruel, il faudrait qu'une journée par mois, on les punch dans le ventre. Même. On fait, va travailler. Oui, on va mettre ça sur TikTok. Mais juste, on les punch, puis s'ils sont capables de faire leur journée, écoute, fais ta journée. Okay. Bon, encore une fois, hein, on dit pour des raisons légales, ceci est une blague, mais moi, je dirais plusieurs petits punch au cours de la semaine. Ça fait rarement mal, juste une fois dans le jour des menstrues. Moi, j'ai une amie qui a reçu ça parce qu'elle fait de l'endométriose, puis son meilleur ami lui a acheté ça. La machine en disant, tu sais, je sais que souvent les gars disent que c'est pas vrai, fait que je t'ai acheté la machine pour que tu testes. Elle l'a mis à 10, puis elle était comme, c'est même pas la douleur que je ressens quand j'ai mes règles. Ouais. Puis tous les gars qui l'ont essayé dans le party étaient comme à plier en deux, puis étaient comme, je suis plus capable, arrêtez ça. Alors que elle était comme, dans mon échelle de douleur, le 10 c'était genre un 5, tu sais. Fait parce que c'est juste par-dessus au final, là, si jamais vous avez testé la petite machine, c'est juste par-dessus l'espace, c'est pas dedans. Ils savent pas c'est quoi quand t'éternues, quand t'es menstruée, tu sais. Oh mon Dieu. C'est pas ça qu'ils sentent. Ouais. J'aime ça, les gars ont regardé les autres filles rire pour voir c'était quoi. C'est pas vrai, vous avez le droit. Oui, vous avez le droit. Moi, je mettrais, mettons, tache des bobettes dans la journée, accident de travail, CNES. Ça serait ma résolution. Ben, merci, Marie-Ève. Merci, Marie-Ève. Avec plaisir. Invité super intéressante encore une fois. Oh yeah! Et on termine ce bel épisode avec ton édito, Coralie. Oui, ben ces temps-ci, je pense tout le temps au fait qu'à l'école, j'ai appris qu'en Occident, les femmes ont commencé à travailler pendant la Première Guerre mondiale. L'histoire nous est racontée à peu près comme ça, hein. Les hommes sont allés à la guerre, les femmes les ont remplacés. Avant ça, les femmes, ça restait à la maison, ça se pognait le beigne, hein? Ça s'occupait des enfants, ça passait le balai une fois de temps en temps, puis ça mangeait des Cheetos sur le divan en regardant la télé. Là, je suis pas conne, là, je sais bien qu'en 1910, ça existait pas des Cheetos, OK? Mais là, j'ai l'impression qu'il a fallu que je devienne férocement féministe pour réaliser que, tant minute, là, les femmes n'ont pas commencé à travailler. Les femmes ont toujours travaillé. Les femmes pauvres travaillaient déjà à l'usine. Les femmes racisées faisaient déjà des ménages. Les sœurs soignaient déjà les malades. La femme de l'agriculteur labourait. La femme de l'aubergiste brassait la bière. La femme du commerçant tenait les comptes. Les femmes enseignaient aux enfants, réparaient les vêtements. Puis les femmes riches qui pouvaient se permettre de rester à la maison, ben ils géraient la maison, tu sais. Les femmes ont jamais commencé à travailler. Elles ont jamais arrêté. Puis elles arrêtent jamais non plus, hein. Menstruées, malades, enceintes, mères. Notre seul break, c'est le sommeil. Puis, hey, je pourrais pas vous compter le nombre de fois que j'ai rêvé que je faisais un chiffre de travail comme serveuse. Ou que j'étais psychologue d'un ami de gars qui parle pas de ses émotions à ses amis de gars. Non, l'histoire humaine, c'est toujours reposé sur le travail des femmes, hein? Sur nos câlins, nos soins, nos repas, nos outils, nos habits, nos enfants. Sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de femmes vouloir revenir au foyer. Hein? Elles s'appellent les trad wives, des femmes traditionnelles. Pourtant, il n'y a rien de moins traditionnel que de sous-entendre que le rôle d'une femme est réservé à la maison. C'était un pet là, dans l'histoire du monde, là, cette idée de la sphère ménagère. Là. C'est une idée qui a pogné à l'époque victorienne, où on les appelait les anges de la maison, d'après un poème qui, selon ma compréhension, a pogné autant que la toune d'Espacito. OK? Ça a l'air de ça. Puis tu sais, là, l'époque victorienne, là, cette charmante époque où tu pouvais faire full cash comme pilleur de tombes en vendant des cadavres. Ou bien essayer la nouvelle diète du jour, le ver solitaire. Puis comme toutes les mauvaises idées du monde, ben elle a fait son chemin en Amérique, dans les banlieues, puis partout. Mais rester à la maison, c'est pas la réalité des classes ouvrières et pauvres. Ça l'a jamais été. L'histoire est décrite par les gagnants, par les riches, le patriarcat puis la suprématie blanche. Alors, dans l'imaginaire populaire, les femmes ont jamais vraiment travaillé. Pour que l'histoire les mentionne enfin, il a fallu qu'elles remplacent les hommes dans leur métier. Pour qu'on reconnaisse enfin leur travail, il a fallu qu'elles sortent des usines avec le visage noir de suie, qu'elles fument des cigarettes puis qu'elles réclament une place ou boire une bière après leur shift. Quoique, parfois, notre mémoire collective se rappelle du travail des femmes, hein? Celui des travailleuses du sexe. Non, mais combien de fois on a entendu que le travail du sexe était le plus vieux métier du monde?
Sais-tu, je suis pas mal sûre que le plus vieux métier du monde, c'est cuisinière. Nounou, enseignante, couturière. Mais l'histoire est un homme macho qui s'intéresse à nous que pour le sexe. Selon Statistique Canada, le coût du travail ménager non rémunéré s'élève à 860,2 milliards de dollars, soit 37,2% du PIB en 2019. Ça, c'est plus que la contribution totale des secteurs de la fabrication, du commerce de gros et du commerce de détail. Imaginez là, tout ce qu'on pourrait faire, les femmes, avec 860 milliards de beaux bidous dans nos poches. Non, mais je m'entorcherais-tu de la taxe rose? Non, mais on le paierait, l'arrêt d'autobus supplémentaire qui nous permet de marcher moins longtemps avec les clés entre nos doigts. Hein? On aurait peut-être même le budget pour des places de garderie à 50 piastres. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que certaines femmes restent à la maison, parce que leurs enfants, eux, n'ont pas de place en garderie puis attardent à reprendre leur place au travail. Les tradwives dont je vous parlais tantôt, elles restent à la maison parce qu'elles aiment faire du pilates puis des céréales from scratch. Elles jouent à être pauvres avec leurs 2 poules dans leur jardin, puis je les juge pas, là. You do you boo. Ou ma libre traduction que j'essaie de partir, tu fais toi, Tisha. J'essaie. Mais ne pas travailler, ce n'est pas notre rôle traditionnel, ni notre rôle historique. Quand les masculinistes disent que les féministes ont gâché la société, que tout a commencé à mal aller quand les femmes se sont mises à travailler, ben ça m'étonnerait bien gros parce qu'elles ont toujours travaillé. C'est pas que les femmes avaient jamais travaillé, c'est qu'elles ont toujours été exploitées. Puis là, pensez pas non plus que je fais une note capitaliste pro-travail, puis que j'encourage les gens à amener leurs enfants à des cours de piano après l'école pour se rajouter un petit meeting en début de soirée, là. Je veux juste qu'on se rappelle que l'histoire n'a jamais vraiment fait l'histoire des femmes. Il faut la dépoussiérer, la chercher, puis aujourd'hui la construire. Puis je veux plus jamais entendre que les femmes viennent juste de commencer à travailler. Mon âme de femme, puis celle de mes ancêtres sont fatiguées. Wow. Ouais. Oh yeah! Merci beaucoup, Coralie. C'est déjà ce qui met un terme à ce fabuleux épisode spécial de Farouche édition FTQ. Oui! Avant de vous laisser partir, on a des petits remerciements à faire. Merci à Marie-Ève pour tes réflexions, pour l'invitation. Merci à Chuck à la console. Merci à Véronique Bilodeau pour le superbe arrangement professional de notre jingle. Merci aux fabuleuses auditeuristes qui nous écoutent. Merci à toi, my sister from another mother, Coralie Laperrière, tout le monde! Merci à toi, Emna Achaud. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés. On rappelle à tous nos nouveaux fans de Farouche d'aller écouter tous les autres épisodes de Farouche disponibles sur YouTube ainsi que toutes les plateformes de balado. Oui, on voulait vous dire aussi qu'on organise un fabuleux Switch and Pitch samedi le 27 avril de 13h à 15h. C'est un moment entre féministes où est-ce qu'on va pouvoir s'échanger du linge et des jokes sur Benoît Charette. Parce que, fait que consultez nos réseaux sociaux, notre groupe VIP Facebook qui s'appelle Farouche le podcast pour avoir tous les détails. Et rendez-vous le 8 avril prochain au pub Lacal Zéro Déchet pour l'épisode 7 de Farouche, un épisode spécial Mois de la Terre avec les merveilleuses Brigitte Poupard et Calamine. Les billets sont en vente, juste cliquez sur le lien dans notre bio Instagram. Voilà, fait que merci encore une dernière fois à vous, cher public. On se laisse sur notre super jingle. Une dernière fois, essayez de chanter avec nous puis clapper avec nous. Bonne fin de soirée! Merci! Merci d'avoir écouté cet épisode spécial Syndicat des employés professionnels et de bureau et FTQ de Farouche. Si vous voulez assister à notre prochain enregistrement devant public du 8 avril ou du 20 mai, les billets sont déjà en vente. On vous rappelle que si vous désirez vous aussi avoir un épisode de Farouche personnalisé pour votre organisme ou votre entreprise, c'est possible. Envoyez-nous simplement un courriel au faroucheaupluriel.podcast@commercialgmail.com et on pourra discuter ensemble des paramètres. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche_podcast, à rejoindre notre groupe VIP Farouche le podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et à nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. À la prochaine les Farouches!